Bonjour, merci d'être là aussi nombreux. C'est formidable parce que nous, on avait appelé notre intervention Une voix pour les histoires, mais Caroline vient donner toute la voix qu'il faut à toutes ces histoires. Mais c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Si, c'est formidable parce que c'était vraiment génial. Quelquefois, on hésite à lire les récits parce qu'on dit que ça prend du temps dans une intervention, on est toujours allé vite. Et je trouve ça vraiment génial que tu aies pris tout ce temps-là parce que du coup, là, on entend vraiment ce que c'est, une voix pour les histoires, une voix qui les porte et avec quelle émotion, enfin, quel partage ça fait. Donc nous, on intervient toutes les deux, Michèle Sultan, qui est donc éducatrice de jeunes enfants dans 2 PMI à Ivry, et moi qui suis lectrice et formatrice pour Accès et qui intervient aussi depuis 20 ans dans le département du Val-de-Marne pour le service culturel, très bien représenté cet après-midi. Alors donc oui, effectivement, je suis éducatrice de jeunes enfants dans 2 centres de PMI. J'interviens en salle d'attente de consultation et je suis aussi dans des accueils, des espaces, des temps d'accueil parents-enfants. Et je reçois également des familles individuellement sur des temps de jeu, selon certaines orientations ou pas. Avec Isabelle, du coup, on se connaît, on en est au 4e projet. Le premier projet, il a eu lieu en 2008. Et ces actions, cet accompagnement des lectrices nous a permis progressivement de changer nos pratiques, là, les miennes en particulier, mais l'idée, c'est le travail auprès des équipes, hein, dont tu reparleras, du coup. Effectivement, avant ce premier projet, moi j'avais tendance à raconter des histoires avec le présentoir de livres à l'endroit de la bibliothèque dans le lieu. On ne se promenait pas avec les livres. Voilà, enfin, j'étais pas la seule, mais c'était un petit peu comme ça. Il y avait des moments particuliers, c'était pas forcément ouvert comme ça l'est aujourd'hui et déjà depuis plusieurs années. Actuellement, les livres, ils sont partout, dans tous les espaces où on accueille les familles. Et l'environnement est pensé avec les livres qui sont à disposition des enfants, à disposition des adultes et qui deviennent un outil familier privilégié dans toutes les actions qu'on peut avoir et dans l'ouverture qu'on peut avoir autour de la lecture. Et donc effectivement, avec ces accompagnements, on a vu l'importance de la lecture individuelle auprès des familles, à quel point c'est un moment privilégié qu'on offre à une maman, alors ça peut être aussi un papa bien sûr, hein, mais à 2 personnes très souvent, le parent et l'enfant. Et c'est une relation à 3 de médiation et ça ne peut se faire que en passant par le parent. Enfin, c'est-à-dire rarement on lit pas un bébé tout seul, c'est forcément avec la maman. Et c'est des relations qui sont en aller-retour, c'est-à-dire que très souvent les parents découvrent les réactions de leur bébé et donc sont absolument fascinés par ce qui se passe. Le bébé, il voit l'intérêt que la maman a pour lui dans ses réactions autour de la lecture d'une histoire. Et puis aussi, il y a l'inverse, c'est-à-dire qu'on accueille un public très divers, et notamment pas mal de mamans très, très carencées, très fragilisées, qui ont elles-mêmes pas une enfance très heureuse, n'ont pas eu l'occasion de jouer ni de lire d'ailleurs, hein, ni qu'on leur raconte des histoires. Et on passe, moi en tous les cas, je travaille sur cette question, c'est que je m'adresse en priorité aux mamans. Et parfois, selon ce que je sens, je propose à la maman, je dis est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire? Et l'enfant n'est pas forcément à côté. Donc ça peut être dans un 2e, voire dans un 3e temps que l'enfant va se rapprocher. Mais si on ne commence pas par la maman, on est un petit peu à côté en fait, hein. Et c'est vraiment un refuge, du coup, et une sorte de, je ne sais pas comment dire, un peu de maternage, en quelque sorte. Et donc ce moment, cette lecture individuelle qui offre ce moment privilégié, c'est un petit peu comme un cadeau, et c'est souvent renvoyé par les parents comme si on avait fait un cadeau.
Et donc, très souvent, on entend ah ben ça a fait du bien. Et effectivement, c'est l'objectif, c'est que ce soit le plaisir partagé, et cette ouverture à un univers qui n'est pas forcément familier au départ. Donc c'est individuel, et c'est aussi, ça peut être aussi partagé par un petit groupe à certains moments. Et donc cette attention conjointe, l'idée c'est aussi que c'est les parents qui sont les premiers médiateurs, et que nous on passe le relais. Enfin, on accompagne, on soutient vraiment cette idée que c'est le parent qui est médiateur. Donc, enfin, on est aussi à la médiation de cette relation, en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est toi qui enchaînes, du coup, peut-être, sur cette question un peu. Je rebondis sur ce que disait Evelio ce matin, qui rappelait à quel point la voix de la maman, il l'entend, il l'intègre physiquement, hein, il l'intègre visuellement aussi, il l'entend. Et c'est vrai que ce qui est formidable dans le travail que peuvent faire les éducatrices et les auxiliaires aussi en salle d'attente de PMI, c'est de donner cette voix et d'autoriser cette voix aux mamans. Hein? Pardon, c'est mieux ? C'est-à-dire que les équipes autorisent les mamans à prendre la parole auprès de leur bébé, parce que pour nous, c'est évident, hein, et on porte les récits, et c'est aussi parce qu'on va les porter au bébé sous le regard des parents que les parents vont le faire, mais de pouvoir leur donner sens de ça, et c'est l'observation que tu voudrais donner, une observation ancienne que tu as pu faire sur un des premiers projets qu'on a menés ensemble. Le premier, effectivement, je n'avais jamais lu à un bébé. Et je me suis lancée. Et le premier bébé à qui j'ai lu en salle d'attente, ça a évidemment marqué, ça a marqué tout le monde, la famille et moi. C'était une petite fille qui devait avoir 3 mois et demi. Et donc c'était là. On n'entend pas. Alors je ne sais pas si peut-être appuyer sur un truc. Comme ça ? Ah oui, là. Ouh, là, ça résonne. Donc c'était un premier enfant à ce moment-là. Et j'ai commencé à me lancer. La petite était sur les genoux de sa maman, je me suis approchée et elle a été très très vite animée de façon exponentielle. Elle s'est mise à jubiler, elle a cherché à tourner les pages, à s'agiter. C'était à un point d'ailleurs, les émotions l'ont tellement débordée qu'elle en a pratiquement pleuré. Et on a enchaîné plusieurs livres et la mère était totalement dans la découverte. Et bon, c'est une jolie histoire parce qu'il y a eu 3 autres petites filles après, et ça a été vraiment l'introduction du livre, pas dans la famille, mais pour les enfants et pour les jeunes enfants. Et c'est une petite qui a 15 ans maintenant. Et quand on se croise, c'est régulièrement évoqué que sa passion des livres, ça a commencé à la PMI, quoi. Et cette maman, d'ailleurs, s'était beaucoup intéressée. Elle m'avait demandé des liens Internet, où est-ce qu'elle pouvait acheter les livres. Elle avait pris des photos. Enfin bon, c'était vraiment ça a été une... Alors, c'est un exemple, mais c'est un peu notre quotidien. La plupart des parents sont fascinés par la réaction des enfants. Et ça leur ouvre un univers. Ça leur ouvre un univers, vraiment. Alors, c'est pas le quotidien de la PMI d'avoir des familles, parce que là, c'était une maman qui était tu m'as dit qu'elle avait fait des études universitaires, enfin, qui était lettrée qui était lectrice. Et elle, ce à quoi toi, tu as participé, c'était de pouvoir lui donner l'aval pour lire à sa bébé auquel elle avait pas pensé qu'on pouvait lire à un si jeune enfant. Elle avait 2 mois ou 3 mois. Hein. Oui. Et à partir de là, cette maman s'est emparée très facilement de ce que tu lui as pu faire sous son regard. Et elle s'est mise à lire à sa fille, qui était l'aînée. Et alors, il y a 3 enfants ? Elles sont 4. Oui. 4 enfants. Et cette maman n'a jamais dérogé au fait de cette découverte que tu as permis, qui ait lieu donc, il y a 15 ans maintenant. Oui. Alors que dans beaucoup de familles que tu rencontres dans les PMI, il y a des familles qui sont non lectrices. Donc pour qui les mamans, c'est beaucoup plus compliqué. Là, c'est même pas qu'on n'y pense pas ou c'est qu'on le fait pas avec un si jeune enfant. C'est que voilà, on a un rapport au livre et à la lecture qui fait que cette voix aux histoires, elle n'est pas donnée spontanément. Enfin, elle va pas de soi. Et en plus, le conte est un peu perdu, hein, parce qu'il y avait beaucoup de cultures où il y avait une tradition orale forte, hein, qui n'a pas forcément duré ou perduré avec les migrations. Donc,
là aussi, tu as une autre observation, enfin, qu'on avait dit que tu ne donnerais pas, mais que finalement je trouverais belle à avoir maintenant, c'est celle de cette maman qui était non lectrice et qui avait du mal à prendre son bébé dans les bras. Ah oui, alors oui, c'était aussi un premier enfant à l'époque, parce que ça ressemble un peu à cette première Oui, mais c'est observation. différent parce que c'est pas exactement la même chose qui se joue. C'était une maman qui était très très en difficulté à la naissance de son enfant. Elle savait pas comment. Plus près. Elle savait pas comment l'apprendre. Elle était pas, comment dire, il n'y avait pas de bon sens, on va dire. Et elle a été très très accompagnée à la PMI. Elle venait toutes les semaines sur un temps d'accueil par enfant. Et c'était de beaux bébés, hein. D'ailleurs, le premier livre, la petite, elle devait avoir 1 ou 2 mois. Et elle s'est vraiment emparée des livres dans la relation avec son enfant. Et dans la façon dont elle a pu aussi la porter physiquement. Le livre a été vraiment un point de départ. Et c'est quelque chose dont elle peut témoigner aujourd'hui aussi. Il y a eu d'autres enfants après. Et c'est pareil, Alba et les livres, quoi. Enfin, c'est ça, voilà. Là, elle a pu entrer en lien avec sa fille, avec qui elle avait même des difficultés à l'apprendre physiquement. Oui, et l'accompagnement du récit, de la voix de Michel, de quelque chose a pu lui permettre de s'approcher, de la prendre dans ses bras, donc ce qui était quand même... Voilà. Et ensuite de pouvoir lire. Et là, on est dans une autre histoire de famille. Oui, ça. Voilà. Peut-être il faut rappeler quand même, parce qu'on a dit, voilà, je suis lectrice, ça fait le 4e ou 5e, je ne sais plus, projet que je fais avec Michel dans les PMI d'Ivry. C'est que tout ça, c'est grâce au service culturel du département du Val-de-Marne, qui depuis 35 ans offre des livres aux bébés. Il est où le tout petit? Il est tellement petit. Donc voilà l'exemplaire qui va être offert aux bébés qui vont naître en 2024 dans le département du Val-de-Marne. Ça s'appelle 7 comptines d'oiselles et d'oiseaux. Ce sont 7 petits livrets. Hein, on va la tenir entre le micro, les livres. Voilà, tiens, vas-y Katia. Si tu veux les montrer. Montrer, non pas les ouvrir, mais montrer, voilà, ces 7 petits livrets numérotés de 1 à 7, avec que des comptines, pour le coup, des comptines d'oiseaux et d'oiselles. Hein, formidable. Tu veux dire quelque chose, Claire? Imaginé par Sarah Chevaux. Imaginé, voilà, par l'auteur, illustrateur et Sarah Chevaux, qui est une jeune femme qui a présenté lundi à tout le monde ce coffret, qui a travaillé de façon absolument incroyable. Enfin bon, elle connaît la fabrication des livres. Donc, si vous voulez, dès le début, ce qu'elle expliquait, c'est que non seulement elle a pensé le livre, elle a pensé le récit, elle a pensé l'objet livre, mais alors elle a pensé que c'était des bébés. Hein. Donc, elle a pensé à l'épaisseur du papier pour que les livres puissent tenir à plat, comme font les bébés. Ils les posent à plat. Il les pose debout. Donc, le grammage du papier est pensé de façon à ce que les enfants puissent les manipuler, jouer avec, les tenir comme un jeu de cartes. Si vous mettez la tête de... Toutes les têtes d'oiseaux, là on ne voit pas, mais font dans l'encoche, vous voyez. Elle a pensé pour que chaque petit livret, là on ne le voit pas très bien, puis d'une main c'est plus compliqué, mais voilà, elle nous montrait ça. Que, vous voyez, on peut installer. Alors, enfin, vraiment, c'est un objet complet. Dans le fond de la boîte, vous avez des oiseaux qui sont dessinés. Elle remercie très, très discrètement son compagnon. C'est écrit, je ne sais plus où, mais elle nous l'a montré, enfin, à l'intérieur du coffret. Et les textes, hein, là, pour les comptines, et la mise en voix est absolument formidable. Voilà. Donc le service culturel, chaque année, choisit un projet digne de ce nom, qu'elle confie à un auteur ou une autrice et un éditeur pour faire un livre qui sera offert à chaque enfant qui naît dans le département et qui s'appelle Un livre pour grandir. Donc il y a ça. Il y a le fait que dans le département du Val-de-Marne, les structures sont dotées de livres. Hein, donc chaque crèche est dotée d'environ 300 à 400 € de livres par an, neufs, hein, choisis dans une liste de 800 titres à peu près. Il y a des projets comptines et puis il y a, je ne vais pas tout détailler, il faudrait, mais chaque structure, PMI, foyer de l'enfance ou crèche du département du Val-de-Marne peut demander à être accompagnée sur un temps de 2 ans par une lectrice. Alors 2 ans, c'est 2 fois 9 séances
par une lectrice qui viendra une fois par mois lire aux enfants de la structure. Alors ça peut être, comme j'ai fait avec Michel, sur un temps de consultation ou d'accueil parents-enfants, et sinon ça peut être lorsqu'il s'agit de crèches, au sein des crèches, avec les enfants. Là, on a moins les parents, sauf qu'on organise des goûters parents, et on travaille avec les équipes, c'est-à-dire on lit sous le regard des équipes, et on organise des temps de rencontre, de bilan, on recueille des observations, et tout ça s'appuie entièrement sur le travail de l'association Accès. C'est une lecture essentiellement individuelle. Chaque enfant, quand on va dans les crèches, choisit son livre, c'est-à-dire que moi, je vais aller dans une crèche, je vais voir... excuse-moi, du coup, je parle des crèches. Oui, non, les 3 sections, les bébés, parce que dans les crèches du département, c'est pas en petite famille où tous les enfants ne sont pas dans la même salle, quel que soit leur âge. Il y a encore la section des bébés avec les 0-1 an, la section des moyens avec les 1-2 ans et la section des grands avec les 2-3 ans. Donc ça fait vraiment trois secteurs séparés. Et donc, moi, quand je vais, je pars. Alors, c'est le matin ou l'après-midi. Souvent, les structures préfèrent le matin parce que l'après-midi, à les siestes, c'est un peu plus compliqué pour jongler, quoique ça puisse être très intéressant. Et donc, je vais lire un peu au bébé, sous le regard des auxiliaires et les ducs, un peu au moyen, un peu au grand. Et ensuite, il y a des débriefings pour échanger avec l'équipe sur ce qu'ils ont vu, comment ils ont trouvé les enfants, etc. Et c'est vraiment... très intéressant de pouvoir rester. Alors avant c'était 3 ans, maintenant c'est 2 ans, c'est-à-dire on parlait, Evelio évoquait aussi l'idée du long terme, c'est que peut-être les gens maintenant, les financeurs comprennent plus que pourquoi Accès qui a fait tant de choses continuerait, mais si, on a encore des choses à faire beaucoup, si on nous laissait les faire. Et en tout cas dans le Val-de-Marne, voilà, ça c'est quelque chose qui est complètement intégré, c'est qu'il s'agit de travailler sur le long terme. Et que donc même une crèche où on est déjà allé 2 ans, si l'équipe bouge, si on sent que les pratiques de lecture individuelle faiblissent ou baissent, eh bien les équipes sont tout à fait en capacité de redemander un projet. Bon, alors il y a je ne sais pas combien de crèches et de PMI et plus le foyer de l'enfance, donc on ne peut pas y passer notre temps, enfin on ne peut pas aller tout de suite. Quand un projet s'arrête, il faut un peu de temps, il y a d'autres projets à animer, mais c'est vrai que ça c'est quand même un travail de fond et qui est mené de très longue date, qui est suivi, et ça c'est absolument formidable. Et du coup, quand on dit une voix pour les histoires, moi je pense souvent, quand je demande, j'interroge les professionnels et que je leur dis est-ce qu'il y a des livres chez les bébés? Et on me dit oui, il y a des livres. Est-ce que vous lisez les livres aux bébés? Parfois. Et qu'est-ce qu'il y a comme livre chez les bébés? Allez, je vous laisse répondre. Vas-y, Caroline. Sans texte. Comment? Chez les bébés, les 0-1 an. Des livres en tissu, des livres en plastique. Alors, il y a Mounari, il y a les prélivres, il y a des choses formidables en tissu. J'en ai un, il y a Éclore. Voilà, il y a des choses, il y a des exceptions formidables. Mais c'est vrai que très souvent, ce sont des livres avec des contenus extrêmement faibles, qu'on chiffonne, qu'on peut mâchouiller, qu'on peut laver, même avant le Covid. Et voilà, et c'est absolument formidable. Personne ne les lit. Moi, j'interroge les équipes depuis 20 ans. Je leur demande si elles lisent les livres en tissu et en plastique. Personne ne les lit parce que c'est inintéressant. Personne n'a envie de lire ça. Et encore faudrait-il qu'il y ait un texte parce que bien souvent, ce ne sont que des imagiers. Donc, quand on vous montre les contraires, grand, petit, un bébé de 3 mois, c'est sûr, il est passionné. Voilà. Donc, je rebondis sur ce que Caroline nous a expliqué en nous lisant tous ces textes que tu as eu vraiment... on a eu le bonheur de partager avec toi juste avant. C'est vrai que ce sont des textes construits, ce sont des textes mélodieux, et là, la voix, elle est portée. Je pense à une auxiliaire qui a lu avec moi en grande section mardi matin, et elle est assez réticente. Ça fait pas très longtemps qu'elle est à la crèche. Elle sait que c'est bien quand il y a la lectrice, qu'elle s'asseye et qu'elle lise, parce que ça, finalement, ça a été tellement répété que, bon, ils osent plus prendre leur pause et tout. Bon, on a... Non, mais parce qu'on insiste. Qu'est-ce que je peux faire, moi, toute seule, avec 10 enfants, ou 12 grands? C'est pas possible. Pour pouvoir offrir cette lecture en toute tranquillité, dans le plaisir, il faut qu'on soit 3 ou 4 à lire. Il faut que les auxiliaires se rendent disponibles, il faut que les ducs soient là. Là, il y avait l'adjointe, en plus de la crèche, qui est venue avec nous. Et là, tout le monde se pose. Et alors, ce qui est formidable, c'est que le niveau sonore de la section, à ce moment-là, baisse de façon incroyable. On vient de nous dire, vous savez, vous allez avoir du mal, parce qu'aujourd'hui, ils sont très énervés. On dit aux gens...
on va s'asseoir, on s'assied. Les adultes disent, si vous voulez, je suis là, je peux vous lire une histoire. Fin de l'histoire. Et début de l'histoire des récits. Hein. C'est absolument incroyable. Moi, je le constate vraiment à chaque séance. Et cette auxiliaire qui était là, moi, je lisais, elle lisait, et je voyais bien que franchement, elle le faisait parce qu'on lui avait dit de le faire et que voilà. Et à un moment, et ça, peut-être je vais te concurrencer, Caroline, je crois que je vais le lire, parce qu'on parlait de textes très poétiques. Ça, c'est un documentaire sur la plantation du riz. Et Katia, si tu veux bien me tenir le micro. Riz. Ça va? Non, il faut que je sois plus près. Il faut qu'on s'organise. Riz. Plan de riz. Riz-herbe. Désherber et hop. Ah, la beauté du riz qui pousse en paix. Oh, le vent s'est fâché. Redresser riz. Oh. Faucher. Cui. Riz. Crac. Riz. Oh là là, beaucoup de riz. Et de la paille. Mâche. Miam. Bon, le riz est bon. Merci. Merci, Katia. Formidable. Je veux dire, si tous les documentaires étaient comme ça, on n'aurait même pas besoin de lire des livres de poésie. Et vous voyez, un des enfants lui avait amené des albums beaucoup plus classiques. Entre autres, il y avait Bébé Chouette, qui est quand même un régal de lecture et tout, et on sentait que vraiment c'était douloureux, quoi, pour elle, et un peu pénible. Et alors, un garçon lui a amené ça. Elle l'a lu, et là, je ne sais pas, moi je lisais, mais on est formatrice alors et observatrice, n'est-ce pas, Marie? Donc on observe en même temps qu'on lit. Et là, j'ai entendu d'un seul coup cette jeune femme se métamorphoser. Son sourire est venu, elle a lu et tout. Et il y a eu quelque chose de partagé avec cet enfant qui était formidable et qui n'était absolument pas... Elle avait lu avant, elle avait porté sa voix pour les autres livres, bon an, mal an. Et là, il y avait quelque chose de partagé. Et je lui ai dit, il vous a plu celui-là? Elle m'a dit, ah oui. Et elle n'a pas quitté son sourire, même si après, peut-être les livres que les enfants lui ont amenés, puisque ce sont les enfants qui choisissent leur lecture, ont peut-être été témoins. Mais j'ai trouvé formidable, parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé, alors pour l'enfant qui a écouté, mais aussi pour cette lectrice. Hein. Et donc très important alors de lire chez les bébés, hein, ce qui est pas encore gagné, même en 2023. On est encore très, très timide. Hein. On se dit, oh, mais qu'est-ce qu'on va leur lire? Est-ce qu'ils l'entendent? Bon, et pourtant, on a des observations depuis si longtemps, hein, 40 ans, grâce à M. Diatkin qui avait mis en place les observatoires autour de tout ce que comment les bébés manifestent avec leur corps, avec leur souffle, avec leur respiration, avec leurs petits pieds, etc. Et ce qui est génial, c'est que le fait de pouvoir suivre les sections, cette année, je revois des enfants qui ont maintenant entre 1 et 2 ans et qui ont eu des lectures chez les bébés. Et ça, quelle que soit leur histoire de famille. Hein. Il y a des enfants qui ont des livres chez eux, il y en a qui n'en ont pas. On sait qu'actuellement encore, apparemment 10% des enfants qui rentrent à l'école n'ont jamais eu de livre dans les mains en France, en 2023. Ce qui est quand même 10, on pourrait paraître peu, mais c'est énorme quand on est dedans. Et
Et du coup, là, les moyens, hein, ceux qui sont des bulldozers, des déménageurs, qui, eux, ils n'ont pas beaucoup le temps, ils vous donnent un livre, ils en prennent un autre, ils vous donnent 2 pages, ils ferment le livre, et c'est fini, et c'est content, etc. Mais tous ceux qui ont eu des livres chez les bébés, hein, ils ont déjà un comportement différent, ils écoutent les histoires, ils s'installent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas... 1-2 ans, c'est l'âge de la motricité, mais simplement, ils se posent beaucoup plus. Et à l'étonnement même des équipes qui disent, les nôtres, ils ne sont pas pareils par rapport aux nouveaux qui ont intégré la section, qui n'ont pas été à la crèche, dans cette crèche l'année précédente, qui ont été gardés chez eux, chez une assistante maternelle, dans la famille, etc. Et dire, ah oui, les nôtres, ils n'en sont plus là. Hein? Je dis, mais c'est le travail que vous avez fait. Et on ne s'en rend pas compte chez les bébés. Et puis alors après, chez les grands, c'est le bonheur. On échange, on devance les histoires. Hein. Ce que tu disais, Caroline, la jouissance de devancer la fin de l'histoire, de pouvoir commenter, d'écouter ensemble une histoire, parce que cette lecture individuelle, elle est au sein du groupe. Et voilà. Je te rends la parole. On entend ? Là, ça c'est bon. Je voulais revenir sur le comportement de lecteur du jeune enfant qui se construit à la lecture, et à la lecture en particulier des émotions, des sentiments, des sensations, et qui stimule du coup l'élaboration de sa pensée, dont il a beaucoup été question ce matin. Donc une petite observation par rapport à un enfant, parce qu'effectivement il y a des enfants qui mettent en place des petits rituels autour de l'utilisation du livre. Et un enfant qui vient régulièrement sur un temps d'accueil par enfant, il inaugure toujours le début de la séance, il va chercher délivrez-moi, et soit il l'amène à sa mère, soit il l'amène à une collègue ou à moi, et on commence toujours par ça, et il anticipe l'avenue du crocodile, et très vite, il finit toujours par la chanson Allez, crocrocro, les crocrocro, les crocodiles. Non, alors non. Ah non. Non, justement, c'est que c'est en aller-retour. C'est-à-dire que quand il finit toujours par cette chanson. Pardon. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Oui. Ouais, quand même. Bon. Et claque. et soit ça enchaîne, alors ça dépend des séances. Soit ça enchaîne sur des comptines, c'est lui qui lance, du coup on chante. Soit il va chercher d'autres livres. C'est-à-dire que le point de départ, c'est celui-là. Et c'est lui qui a décidé. Donc on ne fait pas de temps de lecture de telle heure à telle heure. Hein. C'est en permanence et c'est les enfants qui choisissent et nous on propose. Donc ça c'est vrai que c'est un petit exemple. C'est un exemple, mais beaucoup d'enfants. Je pense à ces petits imagiers par exemple. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est des imagiers trilingues, très très simples, avec des images assez désuètes qui fonctionnent énormément, très très bien. Les tout petits adorent. Et comme c'est petit, pour certains c'est pas un doudou, mais c'est quelque chose d'un peu comme ça, affectif. Et il y en a qui les promènent dans la poussette. Ils en prennent un en particulier, et pendant toute la séance, il y a le livre. Ils le regardent, ils le lisent pas forcément, mais ce livre-là, il est choisi, et il se promène avec lui. Donc ça, il y a 15 ans, peut-être qu'on n'aurait pas accepté qu'ils prennent un livre et qu'ils mettent ça dans une poussette. Et bon, là, c'est vrai que... Est-ce que les mamans s'emparent là, on va parler des albums... multilingues s'emparent du fait qu'elles peuvent, par exemple, une maman dont la langue est l'arabe, si elle le lise, ça peut être sa langue, mais il faut qu'elle le lise aussi, va s'en emparer. Michel ? Ça dépend parce qu'il y a effectivement... Si, il y a des parents qui s'en saisissent. Il y a aussi des mamans qui sont pas du tout... qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui s'intéressent justement au fait qu'il y ait plusieurs langues et qu'il y a des langues il y a des écritures qui leur sont familières, même si elles ne savent pas les lire. Mais l'idée aussi des actions du service culturel, c'est d'offrir le plurilinguisme et d'avoir des livres dans plusieurs langues et des maisons d'édition qui sont aussi de différents pays. Et je ne suis pas sûre que c'était le moment d'enchaîner là-dessus, mais j'avais envie quand même d'enchaîner là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Je l'aurais bien lu, mais il est un petit peu long peut-être. Pourquoi je ne suis pas sur la photo ? C'est un livre très très fort qui est d'une édition camerounaise avec un auteur et un illustrateur camerounais. C'est Kidi Bébé et Christian Kingé Epagna. C'est un thème, je vais lire juste le thème au moins. Pourquoi Titi n'est-il pas sur les photos de l'album de famille ? Il faut qu'il comprenne. Il n'était pas né.
Mais alors, où était-il ? De question en question, Titi va tenter de percer le mystère de la vie. Alors, c'est très douloureux. Hein. J'ai quand même envie de le lire un petit peu. Parce qu'en... Ah oui, tu me le tiens. Pardon. Ben oui, mais non, je vais être trop loin. Alors, je ne peux pas vous le montrer en même temps, mais dimanche après-midi, on était tous assis autour de papa. On regardait l'album des photos de la famille. Personne ne remarquait rien. Alors ma gorge s'est serrée et j'ai senti que j'allais pleurer. Je suis partie en courant à l'autre bout de la cour. Je les ai tous entendus crier « Mais Titi, qu'est-ce qu'il y a ?» Et ils ont envoyé ma sœur Dina me chercher. Je suis le plus petit de la famille et Dina s'occupe toujours de moi. Elle dit qu'elle est mon avocat. Elle intervient toujours si on essaie de me gronder et elle devine mes secrets, sauf que là, elle n'a rien deviné. « Qu'est-ce qu'il y a, Titi ? Pourquoi tu as de la peine ?» Moi, je ne voulais pas la regarder. Elle a demandé encore « Pourquoi tu pleures, Titi ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors j'ai posé ma question. Pourquoi je ne suis pas sur les photos ? Elle a ouvert de grands yeux. « Mais si, voyons, Titi, tu n'as pas bien regardé. » Non, non, j'ai bien vu. Je ne suis pas sur les photos avec grand-pa. Je ne suis pas sur les photos du mariage de la grande sœur Etta. Je ne suis pas... Il y a plein de photos où on ne me voit pas. Elle me regardait sans comprendre. J'ai senti de grosses larmes sur mes joues. « Hé, Titi, tu exagères. On te voit sur plein de photos. » Oui, mais pas au début. Toi, on te voit, non ? Alors pourquoi pas moi ? Vous savez ce qui s'est passé quand elle a compris ? Au lieu de me plaindre, elle a éclaté de rire. « Mais c'est parce que tu n'étais pas encore là. Tu n'étais pas arrivée, Titi. Tu n'étais pas née. » Ça, c'était vraiment méchant. Je l'ai regardée, j'ai essayé de lui lancer des éclairs avec mes yeux. Et finalement, je suis partie. « Titi, reviens. Ne te fâche pas comme ça. » Je ne me suis même pas retournée. J'ai seulement lancé « Tu dis que tu es mon avocat et tu te moques de moi. Je ne suis plus ton ami. » Le lendemain, lundi, j'ai essayé d'en parler à M. Mbala, notre maître d'école. Ce n'était pas facile à expliquer. Il ne m'a pas rassurée. « Titi, quand on n'est pas né, c'est que l'on n'existe pas. » Son explication ne m'a pas plu du tout. Après la récréation, je ne voulais pas réciter la poésie. Je la connaissais, mais je ne voulais plus parler. J'ai été punie. Le lendemain mardi, avant de rentrer, je suis allée voir le gardien de la maison d'en face. C'est mon ami. Je lui ai posé ma question. Où est-ce qu'on est quand on n'est pas né ? Mais il n'a pas été gentil. Il a répondu, quand on n'est pas né, c'est qu'on ne vit pas. Le lendemain, mercredi, on entend ? Oui. Le lendemain, mercredi, grand-ma est arrivée. Après le repas, je lui ai demandé, grand-ma, quand on n'est pas né, si on ne vit pas, est-ce qu'on est mort ? Elle a commencé à sourire. Mais elle a bien vu que j'étais sérieux. Elle a dit « La mort, Titi, c'est comme pour ton grand-pa. Il était vieux et un jour il est mort. Un peu comme s'il était parti. On a une grande peine. Et puis avec le temps, on accepte. On se souvient des bons moments qu'on a passés ensemble. » Les mots de grand-ma m'ont fait du bien. Le lendemain, jeudi, j'ai parlé avec Roselyne, ma voisine de classe. Mais elle n'a pas compris mon problème. Dans ta famille, tous tes frères et sœurs sont grands. Ils sont nés avant toi, tu es le seul petit, tu devrais être content. Tout le monde s'occupe de toi. Oh, moi j'aimerais bien avoir des frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'elle est bête. Le lendemain, vendredi, quand papa est rentré du travail, je l'attendais. Je lui ai dit « Papa, j'aimerais qu'on discute entre hommes. » On s'est assis tous les deux. « Pourquoi je ne suis pas sur les photos ? Où est-ce que j'étais avant ?» Il a répondu « Titi, ce que je vais te dire regarde plutôt les grandes personnes, mais je crois que tu peux comprendre. Ta mère et moi, on s'aime. Alors, comme les autres étaient grands, on a eu envie d'avoir encore un tout petit bébé à aimer. » J'ai hoché la tête, j'ai réfléchi. Ça commençait à aller mieux. Le lendemain, samedi, maman est venue m'aider à faire mes devoirs. Ça me préoccupait encore. « Papa a dit qu'avant, j'étais dans ton ventre. Alors, on ne peut pas me voir sur toutes les photos. Mais avant ton ventre, j'étais où ?» Elle m'a caressé la joue. « Tu étais quelque part dans mon esprit, comme une idée joyeuse. Tu étais mon secret et mon amour. Je savais que tu serais beau et gentil. » Ouf, j'étais soulagée. Aujourd'hui, dimanche, grande sœur Etta est venue nous rendre visite avec son mari. On a mangé, on a parlé, on a regardé les photos de l'album. J'étais assis à côté de maman. En levant la tête, je l'ai vue faire un clin d'œil à Etta. J'ai compris avant tout le monde, grande sœur Etta attend un bébé.
Mais chut, il ne faut pas le dire, c'est encore un secret. Alors, bon, je l'ai raconté jusqu'au bout parce que c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup, qui est sur un sujet totalement universel. Et à la lecture des enfants un petit peu grands quand même. À la PMI, on les reçoit de la naissance jusqu'à 3 ans. Mais il y a des enfants un peu plus grands qui viennent accompagner sur les mercredis ou les vacances scolaires. Et il y a eu récemment où j'ai raconté cette histoire à une petite fille d'origine africaine. Alors, je n'ai pas ciblé, mais c'est comme ça que c'est tombé. Et elle était extrêmement attentive. Il y avait une tension, elle était suspendue à mes lèvres, suspendue au déroulé de l'histoire. Et donc j'ai terminé. Et après, il y a eu un silence. Et ça, je voulais un peu en parler aussi, parce qu'il ne s'agit pas de faire parler les enfants. Il faut laisser venir, chacun à son rythme. Et il y a eu un silence très long, on est restés toutes les deux. Et j'ai juste dit, tout bas, après, j'ai dit, ça donne à réfléchir. Et elle m'a glissé, ah oui. Bon, voilà, enfin, c'est un peu long, désolée, mais je trouve que ça a vraiment son importance, ce type de récit. C'est sûr aussi que cette lecture qu'on porte, nous, adultes, on donne une voix aux histoires pour que les enfants puissent les entendre. Elle est individuelle, elle est à leur rythme. Et récemment, j'ai eu une observation dans une salle d'attente de PMI où un garçon de 5 ans, peut-être, c'était pendant les vacances scolaires de la Toussaint, il accompagnait un bébé, il était avec son papa, il y avait sa grande sœur aussi. Et donc, je sais par l'éducatrice qui était là avant moi qu'elle avait fait plusieurs propositions au grand et que lui, il avait refusé absolument tout ce qu'elle proposait, de jouer, de colorier, de regarder un livre. Et quand je suis arrivée, j'avais amené des livres que j'ai descendus de ma voiture et dedans, il y avait Ma voiture de Byron Barton. Et j'ai vu qu'il regardait l'album, qu'il le reconnaissait. Je lui ai dit, tu le connais, tu l'as à l'école? Il m'a dit oui. Mais contrairement à ce que font beaucoup d'enfants, c'est-à-dire que quand ils reconnaissent qu'ils l'ont à l'école, tout de suite, ils ont envie qu'on leur lise. Parce que là, ils l'ont pour eux. Et j'ai dit, tu veux que je le lise? Et je me suis dit qu'en fait, c'était pas qu'un bon souvenir de voir ces livres de l'école. Et le temps a passé. Bon, j'ai testé. J'ai testé avec sa grande sœur qui était en 6e un album qui vient de sortir, qui est d'ailleurs pressenti pour un prix à Montreuil, qui s'appelle Nuit de chance, qui est la même auteure que celle qui a fait le petit coffret pour le Val-de-Marne, Sarah Chevaux. Et j'ai dit, est-ce que tu veux bien que je te lise comme elle était en 6e, me suis permis. Est-ce que tu veux bien que je te lise le livre? Bon, et je lui ai lu à elle. J'ai senti que c'était mieux de ne pas s'adresser à son frère d'emblée, mais il était à côté. Là, il s'est intéressé, parce que ça ne lui était pas destiné. Et il a dit, c'est bien. C'est un livre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous le verrez sans doute pas mal, un livre très foncé au fusain. Elle explique d'ailleurs à la fin les fusains qu'elle utilise, etc. Et je lui ai dit, il a de nouveau regardé ma voiture. Je lui ai dit, mais tu as envie que je te le lise maintenant? Il m'a dit oui. Il s'est assis à côté de moi. Et je lui en ai fait, donc physiquement, il a fait la démarche de bouger, alors qu'il était comme ça sur sa chaise de grand depuis le début. Il est venu s'installer à côté de moi. Et là, voilà, j'ai senti qu'il se détendait, qu'il profitait, voire qu'il jubilait de l'histoire. Et je me suis dit, peut-être bêtement ou naïvement, parce que je suis trop imprégnée d'accès, il y aura eu un avant et un après pour ce garçon. Enfin, la façon dont il a réagi par rapport au livre dans un premier élan, et puis après, le fait d'accepter de se faire lire est une détente et un plaisir. Ils ont été appelés, donc ils sont sortis de la salle d'attente, mais j'ai comme le pressentiment que j'aurais pu lui lire plusieurs fois, qu'il y avait vraiment un plaisir. Et aussi une observation, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a... En bout, d'accord. Parce que conclure, c'est inconclu, comment on dit? Ça existe, inconclusible, inconclusable, Mais bon, pour faire écho à ce que M. Boimard a évoqué ce matin,
c'est quand même important de voir que tout ce qu'on offre à ces tout petits, puisque nous on travaille avec les 0-3 ans, hein, que ce soit les bébés, les moyens pour qui sont plus dans les phases moteurs, les grands, hein, à qui on va continuer à lire tous ces récits. Eh bien, quand on travaille avec des beaucoup plus grands, et moi j'ai eu l'occasion de mener un projet assez récemment dans un ITEP. Alors c'est quoi ITEP, Institut thérapeutique et pédagogique, c'est ça, ITEP, avec des enfants de 6 à 12 ans. Et c'est vrai que l'idée de la psychologue qui a monté ce projet avec toute son énergie, c'était d'être 5 à lire à des garçons, parce qu'il n'y a que des garçons, une quinzaine de garçons de 6 à 12 ans, qui pour certains sont complètement déscolarisés, sont dans des troubles, enfin des troubles comportementaux qui fait qu'ils ne peuvent plus aller à l'école. Enfin, il y en a qui sont même internes, d'autres sont placés en famille d'accueil. Enfin, on sent qu'ils ont des histoires déjà chargées. Et pour beaucoup, non lecteurs, alors qu'ils ont été à l'école depuis qu'ils sont en petite section de maternelle, tous français, enfin, parlant le français absolument couramment. Et on a eu, la psychologue a mené le pari de venir lire en individuel à ces grands. Et je peux vous dire que là aussi, on évoque, enfin, vous évoquiez la difficulté, Monsieur Baumard, que les enfants viennent dans la classe déjà. Ben là, c'est pareil, pour les amener dans la pièce, je peux vous assurer que s'ils avaient pu marcher à reculons, ils montaient l'escalier, je les ai vus monter l'escalier, s'ils pouvaient pu descendre en même temps qu'ils montaient, ça aurait été formidable. Et en fait, on a là aussi un projet, enfin moi je n'ai animé que 6 séances, mais le projet continue. Et on a lu, et ils nous ont demandé que des mangas, parce que c'est ce que lisent les enfants de 6-12 ans, hein, des mangas, voilà. Donc on a tout amené, tout ce qu'ils nous demandaient, on a amené. Il y avait 2 bibliothécaires absolument formidables qui ont été à fond dans le projet, qui sont toujours. Ça se passe en Seine-Saint-Denis, à Villetaneuse. Et du coup, au fur et à mesure des séances, eh bien, moi j'avais quand même amené des albums pour les petits. Eh bien, ils ont commencé à choisir des albums pour les plus petits, et on est revenu à des petits contes, etc. Et quand à la fin des 6 séances, parce que moi c'était là où s'arrêtait mon intervention, on faisait un débriefing avec eux à chaque fois, ils disaient bah, c'est bien quand même, c'est bien, puis à la fin ils montaient plus à reculons, hein. C'était quand même chouette de les voir arriver avec plus d'énergie. Il y a même un grand qui s'est endormi pendant qu'on lisait. Et quand je leur ai demandé, je leur ai dit, bah, je sais pas, il y a un album là sur tous ces livres qu'on a amenés depuis 6 mois, qui vous a particulièrement plu. Et uniformément, ils nous ont dit Roule Galette, qui est un album qu'on va lire, là, ça y est, au mois de janvier, aux petites sections de maternelle. C'est l'album qui existe. C'est un album du Père Castor qui est sorti dans les années 50. Et comme c'est le seul album, ça ne parle pas du tout d'une galette des rois, mais comme c'est le seul album où il y a une galette, il est... Donc énormément, mais eux ils le connaissaient pas. C'était pas la Madeleine de Proust qu'on retrouve en disant ah Roule Galette, je l'ai eu quand j'étais petit. Eux ils l'ont découvert. Formidable. Et du coup, juste pour donner la parole à Michel pour conclure, une autre observation d'une grande de 8 ans qui elle a été nourrie d'histoire depuis qu'elle est petite, hein, et famille japonaise, c'est ça. Et tu as eu une observation auquel j'ai assisté récemment. Alors, oui, la dernière séance où Isabelle est venue en salle d'attente à la PMI, elle a amené un certain nombre de livres nouveaux qu'elle m'a soumis pour découvrir. Et ce que je ne fais pas en général, je lis les livres d'abord avant de les lire aux enfants. Et là, en fait, comme j'étais avec une grande à ce moment-là, j'ai dit tiens, si tu veux, on va les découvrir ensemble. Ah, je corrige, Michel, oui. Parce que c'était même pas comme ça. J'ai sorti les nouveautés. Les équipes sont friandes. Du coup, j'ai un budget livre absolument insensé. Que j'amène des nouveautés. Elle me dit Isabelle, vous avez des nouveaux livres aujourd'hui. Bon, voilà. Et j'avais amené des nouveaux que Michel ne connaissait pas. Et donc, je les ai sortis de mon panier pour lui montrer. Et comme à ce moment-là, juste, il n'y avait pas d'enfant à côté de toi, tu as commencé à les regarder pour toi. Ah, bah, tu vois, je ne me souviens pas. Bon, alors, c'est moi qui déforme. Et Yua, elle était à côté. Alors, je vais vraiment demander si elle voulait bien venir avec moi. Et je trouve ça hyper important. Et du coup, il y a eu plusieurs moments partagés, mais celui-ci en particulier, chez Bergamote, c'est une nouveauté de Yuko Nakamura, hein, qui est une franco-japonaise. C'est absolument somptueux. C'est un univers fait de sensations, de douceur, de luminosité. C'est une petite fille. Alors, en plus, la narratrice, c'est une petite fille. Donc, c'est... comment ? Alors, attendez. Chez Bergamote, de Junko Nakamura. Junko Nakamura. Chez Memo. Donc, du coup,
C'est une petite fille qui passe la journée chez une dame qui s'appelle Bergamote, qui a 2 chats, Mirabelle et... Bon, il faut que j'accélère. Son papa l'a déposée, il revient la chercher le soir et elle partage tout cet après-midi avec cette femme qui fait une compote de pommes. Et donc tout est fait de sensations. Et en fait, on a découvert ensemble avec Yua. Et on était enfin, c'est vraiment l'idée de le bonheur d'habiter un livre. J'ai écouté un podcast par hasard pas très longtemps après sur ce livre. Et c'était exactement ce qu'on avait ressenti. Et à la fin, on s'est dit, toutes les deux, oh, on aimerait bien habiter là-bas. C'est bon, voilà. Il est magnifique. Et elle a des livres chez elle. Elle a été nourrie d'histoire. C'est une petite fille qui lit certainement très bien et qui lit à l'école et qui pouvait tout à fait lire les albums toute seule. Mais à aucun moment elle a dit, tu sais, je sais lire, comme disent souvent les grands. Là, il y avait le plaisir de Michel qui découvrait ses nouveaux livres. Hein, c'est un plaisir qui était... et que tu lui as offert de partager avec toi, et sur lequel elle s'est appuyée, et qui lui a permis de déguster sans aucune gêne le fait qu'elle soit grande, qu'elle lise, parce qu'il y avait ce plaisir. Donc il y avait 2 autres albums d'un style très différent, mais voilà, moi j'étais observatrice, c'était très bien. Alors moi je vais être obligée de couper la parole aux conteuses, on n'arrête jamais, on ne les arrête jamais les conteuses. Donc merci beaucoup pour cette présentation du travail que vous réalisez dans le Val-de-Marne.